Bon, ben on va peut-être commencer ce dernier cours. Peut-être le sortir d'ailleurs. Et dans ce cours, ça va être un cours un petit peu particulier parce que je vais reprendre sur les télomères d'abord, à la fin du deuxième cours, à la fin du dernier cours, parce que bon, il y a eu le 11 novembre entre les deux, donc j'imagine que les télomères sont raccourcis entre-temps, donc on va revenir dessus. Et puis je vous ferai une sorte de résumé un tout petit peu de ce qu'on a fait cette année pour vous mettre les choses en perspective. Enfin, je continuerai sur des données nouvelles et en même temps je ferai une sorte de résumé de ce qui s'est passé pendant l'année, de telle sorte que vous partiez avec un fond de sauce solide pour aborder l'année 2014 si les télomères nous le permettent. Donc ça on verra. Hein. Donc je commence par vous rappeler un petit peu ce qui se passe dans le bulbe olfactif, qui est un des lieux où nous avons de la neurogénèse adulte, avec la reconstruction de certains réseaux dans le bulbe, en particulier ces cellules qu'on appelle périglomérulaires qui sont dopaminergiques et ces cellules GABAergiques qui sont des cellules des grains ou granule cells. Donc ça c'est une diapositive que je vous ai déjà montrée la semaine dernière. Et je vous rappelle aussi que le vieillissement s'accompagne d'une baisse du renouvellement de ces cellules. En particulier, vous voyez qu'entre le 2e mois et le 12e mois de la vie chez la souris, on a une baisse de l'expression de la télomérase, cette enzyme qui rallonge les télomères. Et en même temps, on a une baisse de renouvellement des cellules au niveau du bulbe affectif. Donc la longueur des télomères, d'ailleurs, baisse légèrement, mais significativement, entre 2 mois et 12 mois, de même que, comme je le disais, l'expression de la télomérase. Nous avions commencé à discuter la semaine dernière le lien possible entre le raccourcissement des télomères et les modifications morphologiques des neurones, et pas seulement leur sénescence ou leur mort, leur apoptose. C'est important parce que cette modification morphologique des neurones qu'on observe au cours du temps et qui est associée au raccourcissement des télomères suggère une fonction différente, possiblement physiologique, de cette structure télomérique. Je vous l'avais dit, je crois, il se trouve que les souris de laboratoire, pour des raisons que je ne connais pas, ont de très longs télomères, beaucoup plus longs que les souris sauvages, beaucoup plus longs que les nôtres, que les télomères humains, de 40 à 60 kPa de base à 5 à 10 kPa de base pour nous, et pour les souris normales, je veux dire sauvages. C'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez constaté la dernière fois, les analyses sont faites à la 3e, à la 4e, voire à la 5e génération de souris, après qu'on ait supprimé l'activité télomérase ou qu'on ait supprimé l'ARN TRC qui est ici. Et s'il n'y a pas d'ARN guide, évidemment, il ne peut pas y avoir de transcription reverse qui est l'activité en fait de la télomérase. Donc les auteurs sur lesquels j'avais discuté, qui sont en particulier un type qui s'appelle Ferron, et collègue qui a fait un certain nombre d'observations très intéressantes là-dessus, rappellent que dès la 3e génération de ces souris délétées pour l'ARN, pour TRC, on constate une baisse du nombre de cellules qui sont les cellules souches, hein, il y en a moins de neuroblastes, et surtout beaucoup moins de neurones qui sont marqués soit par la bêta-3 tubuline, soit par MAP2, qui est un autre marqueur de neurones. Donc on remarque aussi une attrition du bulbe olfactif. Vous voyez ici qu'on a une perte, alors que le striatum ne bouge pas. Je vous rappelle qu'on a une perte de la volume du bulbe olfactif d'un facteur 2. Donc on a vraiment énormément moins de nouveaux neurones. D'ailleurs, on le voit ici. Vous voyez que dans le mutant, vous avez beaucoup moins de neurones qui expriment la calréticuline, qui sont effectivement ces neurones des grains.
Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on mute en même temps une protéine qui s'appelle P53, on restaure ce nombre de cellules. Et P53, c'est ce qu'on appelle, j'y reviendrai, un anti-oncogène, c'est-à-dire une protéine qui fait entrer en apoptose les cellules qui arrivent, pour ainsi dire, au bout de leur télomère. J'y reviendrai dans un instant. Donc, ce que vous voyez là, c'est que les cellules des grains et les cellules péricellulaires diminuent dans le mutant à la 3e génération, et c'est une diminution relativement forte, c'est ce qu'on peut voir là, que dans le double mutant P53 TRC, on a une restauration en gros du nombre normal de cellules, et puis que, et ça c'est assez rigolo, c'est-à-dire que si on fait juste le mutant P53, vous voyez que vous avez beaucoup plus de cellules parce que les cellules, d'une certaine façon, oublient de mourir. Donc on fait de nouveaux neurones, mais ceux qui étaient là restent en place. Donc on a un excès de cellules qu'on peut très bien voir ici. Et vous pouvez le voir aussi au niveau des neurosphères, c'est-à-dire que quand on prend ces cellules de la zone subventriculaire et qu'on les met en culture, ils font ce qu'on appelle des petites sphères, neurosphères, qui sont des sphères clonales, c'est-à-dire on part d'une cellule, et vous voyez que dans le mutant, on a moins de cellules, les sphères sont plus petites, c'est le diamètre des sphères, que on restaure la taille normale à peu près quand on a la mutation P53 qui est ajoutée, mais que si là on met P53, faute de mort, ces cellules, ces neurosphères augmentent de taille. Donc, malgré cette baisse globale donc, de neurogénèse chez l'animal, la prolifération elle-même des neuroblastes, telle qu'on peut l'évaluer par le nombre de neurones qui sont marqués par le BRDU et qui s'expriment soit NEN, soit la bêta-3 tubuline, enfin un marqueur de neurones. Et si on injecte le BRDU, c'est-à-dire un marqueur de prolifération, juste 12 heures avant le sacrifice des souris, en fait, on ne voit pas de modification de la prolifération cellulaire, ou très très peu. 14,6% des cellules sont marquées contre 11% chez le mutant. C'est donc, cela suggérait que la prolifération n'est pas modifiée dans les neuroblastes, au stade des neuroblastes, mais peut-être qu'il y a une moindre survie ultérieure de ces cellules. C'est effectivement cet effet survie qui est démontré par l'effet de la mutation P53. En effet, comme je vous l'ai dit, P53 est un anti-oncogène, c'est-à-dire une protéine qui induit elle-même la sénescence et l'apoptose, en particulier, mais pas seulement, dans les cellules qui risquent de devenir tumorales, d'où le terme d'anti-oncogène. C'est-à-dire que, en fait, quand une cellule prolifère un certain nombre de fois, il y a une crise, qui est une crise de sénescence, mais P53 tue ces cellules, mais si on a une mutation dans P53, et en fait, si les deux gènes P53 sont mutés, alors elle peut échapper à la sénescence et à la mort, et à ce moment-là, on peut avoir formation d'une cellule tumorale, ce qui n'est pas bon. Il reste que la différence la plus forte observée par les auteurs est une différenciation incomplète des cellules avec une diminution de la longueur du dendrite le plus long et aussi une diminution du nombre de branchements qu'on peut mesurer par le nombre des extrémités libres. Donc ça, je peux vous le montrer ici. C'est relativement clair. Donc ça, c'est dans la 3e génération des mutants TRC, on voit qu'on a une baisse de bêta-3-buline, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, on a beaucoup moins de neurones. Les autres cellules, par exemple les oligodendrocytes ou les cellules GFAP, c'est-à-dire les cellules souches, les astrocytes, ne sont pas modifiés, mais évidemment la mutation restaure et puis P53 ne fait plus rien à ce niveau-là, mais on est à peu près dans le niveau normal. Donc, ce que vous pouvez voir ici, et c'est ce que je venais de dire, c'est que quand vous avez une mutation dans l'activité télomérase, enfin le substrat de télomérase, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que les neurones ont l'air beaucoup plus simples. Vous voyez que la morphologie de ces neurones par rapport à cela, ce n'est pas du tout la même chose. On a beaucoup moins de branchements, on a beaucoup moins de dendrites. Le morphotype normal est restauré chez le mutant P53, et c'est ça qui est vraiment tout à fait intéressant, c'est-à-dire que la mutation P53
restaure un phénotype normal. Et si je mets juste P53, vous voyez que vous avez des cellules qui sont absolument arborescentes. C'est-à-dire que à la fois les télomères et P53 jouent un rôle assez important sur la morphologie des cellules nerveuses. Donc, ça veut dire que cette protéine P53, anti-oncogène, a une action autre que de survie pour ce qui est des cellules nerveuses. D'ailleurs, bon, peut-être que je discuterai cette question plus tard, savoir quel est le statut véritablement postmétotique d'un neurone. C'est une question qui mérite d'être posée. Donc le rôle des télomères et de la télomérase dans la prolifération, ou plutôt dans la continuité de la prolifération, dans l'arrêt de la prolifération, en particulier pour les cellules souches, commence à être assez bien compris, même si évidemment tous les détails ne sont pas parfaitement élucidés et que des surprises sont toujours possibles. Mais les données sur le rôle dans la différenciation sont très peu nombreuses. Quand de tels phénomènes de modification de la différenciation ont déjà été observés, c'était par exemple au niveau des follicules pileux. Et dans ce cas-là, il est très difficile de séparer une action sur le cycle cellulaire et une action sur la différenciation. Ici, c'est plus simple parce que les cellules prolifèrent normalement, comme je viens de vous dire, donc elles ne sont pas touchées dans leur prolifération. 12 heures après l'injection de Verdi, vous avez toujours le même nombre de cellules marquées. Et on voit une modification dans des cellules qui sont en G0, c'est-à-dire qui ont quitté le cycle cellulaire et qui sont les neurones. Donc là, ce système nous donne une vraie possibilité de travailler et de comprendre peut-être le rôle des télomères dans la différenciation des cellules postmétotiques. Donc à cette fin, les neurosphères clonales ont été différenciées. Donc prenez les cellules souches neurales, vous les dissociez, vous les mettez en culture, ça fait des neurosphères, donc, telles que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez regarder les types cellulaires qui sont générés à partir de ces neurosphères. Donc là, vous avez une expérience relativement simple. Vous avez vos cellules. Là, vous pouvez regarder au 4, c'est les oligodendrocytes. Donc vous voyez, vous avez ici des oligodendrocytes en bleu. En rouge, vous avez les neurones. En vert, vous avez les astrocytes. Et vous voyez que ce soit chez le mutant ou chez le sauvage, vous avez toujours les trois types de cellules qui sont là. Donc vous avez à la fois, et il n'y a pas de différence. Au fond, les mutants sont capables de générer les trois types cellulaires classiques. En revanche, si vous regardez non pas le pourcentage de clones, mais le pourcentage de cellules, vous voyez quelque chose qui apparaît immédiatement, c'est que vous avez toujours le même nombre de progéniteurs en vert, les astrocytes sont les progéniteurs, vous avez toujours le même nombre d'oligodendrocytes, mais vous avez une chute du nombre de neurones et une augmentation du nombre de cellules qui sont non différenciées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un effet, non pas sur la capacité de vos cellules à donner les trois types cellulaires, mais sur ni de proliférer, mais leur capacité à se différencier en neurones. Donc ça, c'est un truc intéressant pour les gens qui s'intéressent à la façon dont une cellule souche peut se différencier en neurones, et j'en connais, y compris dans cette salle. Donc là, c'était. Maintenant, si vous regardez de nouveau ce qui se passe à la 5e génération, ce coup-ci, chez votre mutant tercé, eh bien, vous voyez que de nouveau, vous avez une perte de votre différenciation cellulaire qui est extrêmement claire au 4e jour après la mise en culture ou au 7e jour après la mise en culture. Le nombre de bouts, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on compte les bouts. Et donc, plus il y a eu de branchements et plus il y a de bouts. Vous voyez que vous avez une perte énorme de la capacité de vos cellules à se différencier. Donc, cela suggère que les cellules au petit télomère peinent à s'engager dans une voie de différenciation neuronale. Alors, afin d'exclure un rôle possible de tercer cet ARN qui a été muté autre que de substrat de la reverse transcriptase TERT, ça c'est possible, la télomérase, l'ARN a été transfecté dans les cellules lui-même, mais cela n'a eu aucun effet sur la différenciation des neurones. Donc, on peut dire qu'il y a probablement un rôle de
télomères ou de la télomérase, en tout cas des télomères, non plutôt, dans la différenciation cellulaire. Donc, le raccourcissement des télomères ou leur attrition a une fonction indépendante du cycle cellulaire. Donc, la possibilité de l'intervention de P53 qui augmente dans les cellules en prolifération dont la taille des télomères devient critique après un certain nombre de divisions. Donc, à un certain nombre de divisions, vous avez commencé à avoir des cassures dans votre ADN au niveau des télomères. Vous activez les systèmes de cassure. À ce moment-là, vous avez une augmentation de P53. Et on peut imaginer que P53 a un rôle dans cette différenciation. Donc, je l'ai annoncé plus haut. Donc, ça, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est dans la prochaine. Voilà, vous voyez, par exemple, que quand vous avez à 5e génération un mutant de l'ARN, vous voyez qu'en mauve, ici, le nombre de cellules qui expriment P53 dans leur noyau était extraordinairement augmenté. Et l'activité de P53 elle-même est fortement augmentée. On peut le voir ici avec un promoteur qui est sensible à P53. Donc, il s'appelle PIC3. Et vous voyez que ce promoteur a une activité qui est augmentée dans le mutant. Vous voyez ici au cours de la prolifération, mais aussi au cours de la différenciation. Vous avez aussi ici qu'il y a un gène cible de P53 qui est P21, qu'on appelle P21. Vous voyez que P53 a une expression augmentée. Et en même temps, ce que vous pouvez voir ici, c'est de nouveau que dans votre mutant P53, eh bien, vous avez une forte augmentation du nombre de terminaisons dendritiques, axonales ou dendritiques, j'en sais rien à vrai dire. Ils disent dendrite, mais rien ne prouve que ce soit absolument sûr. Donc cette augmentation de P53 ne s'accompagne ni d'une modification du nombre du taux de division, ni d'une augmentation à ce stade de la mort cellulaire, ce qui suggère vraiment une action directe de P53 sur la formation de dendrites. Donc ça c'est la diapositive numéro je ne sais plus combien, mais ce n'est pas grave, ça doit être la 7e, j'imagine. Donc le mécanisme d'action, alors afin de vérifier que P53 a une action directe, les auteurs ont mis des neurones de striatum en culture. Alors là, ce n'est plus des cellules souches neurales, mais ce sont des neurones du striatum, et ils ont observé que, c'est celle-là en fait, que P53 avait une augmentation, que dans le mutant P53, on avait une augmentation de la dendrogénèse. Donc je ne vais pas m'embarquer sur la question du mécanisme, parce qu'en fait je ne connais pas, et que les discussions de l'article sont relativement vaseuses sur cette affaire. Donc comme je suis assez vaseux personnellement, je ne vais pas en plus rajouter le côté vaseux des gens que je lis, donc on va s'arrêter là. Je n'ai pas sorti quelque chose de vraiment très clair pour moi. Donc je vais commencer par vous proposer que les cellules souches adultes n'ont donc probablement pas, et ça c'est pas une bonne nouvelle, une capacité illimitée de se répliquer sans que cette réplication ne soit marquée par la réduction des télomères. Ce que nous venons de discuter ajoute à cette observation déjà moyennement optimiste que même si ce raccourcissement n'a pas de conséquence sur la survie des cellules souches, parce que le nombre de leurs divisions ne permet pas d'atteindre le seuil critique de sénescence et d'apoptose, les étapes suivantes sont néanmoins rendues plus problématiques. D'une part, il y a le compartiment d'amplification. Vous savez qu'une cellule souche prolifère assez peu, mais que derrière, il y a un compartiment d'amplification. Donc, vous avez ce compartiment d'amplification qui, lui, entraîne une forte diminution de la longueur des télomères, comme toutes les cellules qui se divisent. Donc, si vous partez déjà de cellules souches qui sont raccourcies, ça n'arrange pas les choses. Et puis, même si cette division du compartiment d'amplification n'entraîne pas une mort des cellules, eh bien, quand elles vont se différencier en neurones, elles vont faire des neurones mal fichus, quoi, pas terminés. Donc, et quand un neurone n'est pas terminé, eh bien, il est possible que cela ait des conséquences physiologiques importantes, pour la bonne raison que ces neurones doivent s'intégrer dans des circuits neuronaux, hein, c'est leur boulot, et qu'ils peuvent s'y intégrer mal, ou quand ils s'y intègrent, ils peuvent avoir une action physiologique qui n'est pas normale, parce qu'ils ne sont pas différenciés
correctement. Je vais retrouver mes... Il faut que je retrouve mes petits, c'est tout. Donc, je voudrais maintenant, avec vous, parcourir ce que je vais appeler les derniers mètres qui nous séparent de la fin de ce cours. Et je le ferai de deux façons. D'abord, je vais vous proposer une sorte de résumé de ce qui a été dit au cours de l'année. Je pense que c'est important parce que c'était un cours assez compliqué cette année, j'en ai conscience, tout à fait, qui nous a sorti un tout petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et donc, je voudrais vous donner une sorte de panorama un peu général de ce qui a été dit, en revenant sur certains points qui m'ont paru un tout petit peu difficiles. Et puis, ensuite, évidemment, je développerai pour que vous soyez mûrs pour l'année prochaine. Donc, je vais repartir du schéma que je vous avais proposé pour démarrer, c'est-à-dire cette espèce de camembert à 9 tranches. Pas facile de découper un camembert en 9. Mais si je vous le montre ici, c'est pour faire apparaître toutes les interactions entre ces 9 processus qui sont impliqués dans le vieillissement en général, le vieillissement en bonne santé, qui est la définition de la longévité. Donc, et montrer que, en fait, ce vieillissement en bonne santé, cette longévité, c'est un phénomène physiologique général, global. Donc, on a commencé par l'instabilité des génomes, ici, bien entendu, qui est le chapitre dans lequel nous avons inclus les modifications de l'ADN et les cassures qui en résultent. Nous avons décrit tous les types de cassures, mais j'ai surtout insisté sur les cassures double brin. Donc, j'ai parlé aussi de l'attrition des télomères. Nous avons parlé des modifications épigénétiques. Nous n'avons pas parlé de la protéostasis. Nous n'avons pas parlé de la façon de sentir le niveau de nutriments qui circulent dans l'organisme, ni des dysfonctions mitochondriales. On a parlé un tout petit peu de la sénescence cellulaire. On a parlé évidemment de l'exhaustion des cellules souches et on a parlé assez peu, un petit peu quand même, de l'altération des communications intercellulaires. Donc, je vous rappelle un tout petit peu l'histoire des mutations, des cassures double brin. Et je le fais à travers cette diapositive que je vous ai montrée en début de cours, je crois, et qui est rapportée d'un article de Suberviel et collaborateurs, qui a été commenté lui-même par Erup et ses collaborateurs dans Nature Neurosciences en mai 2013, où j'avais insisté sur le fait que les cassures sont quelque chose de normal, c'est-à-dire qu'elles accompagnent l'activité physiologique normale. C'est-à-dire que si vous mettez une souris dans un champ et qu'elle a une activité physiologique, qu'elle ne roupille pas, si elle casse son ADN. Si elle rêve à des choses, qu'elle rêve qu'il y a un chat qui débarque, je pense qu'elle doit casser de l'ADN aussi. Donc, c'est physiologique et ça appelle une réparation permanente de l'ADN. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est la réparation qui est en fait l'élément régulateur. Donc, cette observation nous a permis de soutenir le point de vue sur lequel le vieillissement repose non pas tant sur les cassures, qui sont des événements normaux, que sur les altérations des mécanismes de réparation. Voilà, ça j'insiste. Évidemment, quand les pathologies, par exemple à la suite de mutations retrouvées dans certaines formes familiales de la maladie d'Alzheimer, arrivent, eh bien, elles peuvent augmenter les cassures au-delà d'un seuil compatible avec sa physiologie. Mais elles peuvent aussi, et c'est plus probable, diminuer l'efficacité des systèmes de réparation. Et ça, vous voyez très bien dans cette diapositive que je vous ai déjà montrée. Vous avez une souris qui est dans sa cage, et puis vous la mettez dans un nouvel environnement, et quand vous la mettez dans un nouvel environnement, vous augmentez le nombre de cassures. Et ce que vous voyez, c'est que pendant la période on la remet dans sa cage, et puis elle répare, et vous voyez qu'elle revient à un niveau normal de cassure, qu'on voit par l'équation de gamma H2AX. Je ne reviens pas là-dessus. Mais vous voyez que dans cette souris une souris transgénique, dans laquelle on a une forme familiale mutée de la maladie d'Alzheimer, vous avez une augmentation, vous avez d'abord un nombre de cassures de base qui est plus élevé, vous avez une augmentation du nombre de cassures quand je viens dans un nouvel environnement, mais pas beaucoup plus que là. Il n'y a pas un grand changement. En revanche, vous voyez que la réparation
est beaucoup plus lente ou qu'elle se fait mal. Donc en fait, vous induisez les cassures, mais vous réparez mal. Et donc, au bout d'un certain temps, les atteintes du génome peuvent s'accumuler, ou alors elles peuvent persister suffisamment longtemps pour fournir une explication possible de la pathologie. Alors, il y a probablement d'autres explications, mais c'en est une qui est particulièrement intéressante, je crois. Et elle est intéressante parce qu'elle pourrait expliquer pourquoi, même quand les gènes sont mutés dès le départ, ce qui est le cas dans les formes familiales de maladies, quand la forme est familiale, eh bien, ça veut dire que dans l'œuf, la mutation est déjà présente. Que même quand la mutation est présente dans l'œuf, eh bien, il faut un certain temps pour que la maladie se déclare. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai dans la maladie d'Alzheimer, c'est vrai dans la maladie de Huntington, c'est vrai dans la maladie de Parkinson. Quand vous avez des formes familiales, eh bien, il faut attendre d'avoir 40 ou 50 ans pour être enfin malade. Donc, et en fait, ces maladies, comme je le dis souvent, elles n'existent que parce que la durée de vie de l'espèce, des individus, a augmenté, en tout cas dans certaines contrées, et dans certaines contrées, pas également pour tout le monde. Ça, c'est une chose qu'il faut aussi avoir en tête. Il faut bien qu'il y ait un avantage à être pauvre. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que j'ai passé un temps considérable, peut-être excessif aux yeux de certains d'entre vous, et je vous prie de m'en excuser, sur les mécanismes de réparation de l'ADN, qui, quand ils sont atteints à la suite de mutations, conduisent à un vieillissement pathologique. Donc en fait, c'est quand on touche ces mécanismes de réparation, alors on a un vieillissement qu'un vieillissement pathologique. J'ai distingué deux mécanismes essentiels de réparation de l'ADN, la recombinaison homologue et la recombinaison non homologue, le non-homologous enjoining, que j'ai rappelé le raboutage, et que je décris ici très très rapidement. Ce sont deux mécanismes qui sont très très différents, parce que le raboutage peut avoir lieu dans toutes les situations, y compris en G0, c'est-à-dire dans les cellules postmitotiques, mais ce raboutage a un inconvénient, c'est qu'il s'accompagne d'erreurs au moment de la réparation. Chaque fois que vous raboutez une cellule, à ce moment-là, vous avez une erreur qui s'introduit. En revanche, dans les cellules qui prolifèrent, on a ce qu'on appelle de la recombinaison homologue, qui repose sur la copie de la chromatide sœur, c'est-à-dire que comme on copie un morceau d'ADN qui est sain, il n'y a pas d'erreur. Mais ça ne peut se produire que dans les cellules qui prolifèrent, je vous le rappelle. Donc, beaucoup d'erreurs, systématiquement, dans les neurones qui cassent leur ADN. Et ces erreurs peuvent s'accumuler jusqu'à ce que le seuil qui sépare la physiologie de la pathologie ait été franchi de façon irréversible. Alors ça nous a amené à nous intéresser à certaines modalités de la création de ces cassures, et tout particulièrement à ce qui est devenu un de mes dadas récemment, c'est-à-dire la rétrotransposition, c'est-à-dire la réactivation de l'expression d'éléments transposables qui sont normalement réprimés et qui, en se réinsérant dans le génome, non seulement créent des cassures, donc vous vous rappelez, ce sont des éléments qui sont normalement insérés dans le génome. La plupart d'entre eux sont silencieux parce qu'ils ne peuvent pas être réactivés parce qu'ils ont été mutés, mais certains peuvent être réactivés. Il y en a une centaine chez l'homme, 3000 chez la souris. À ce moment-là, l'ARN est transcrit, l'ARN est rétrotranscrit en ADN, et il y a dans ce sens-là, et est réinséré dans le génome à une autre région. Donc, quand vous faites ça, eh bien, inévitablement, vous faites une cassure double brin, et cette cassure double brin est réparée, bien entendu, mais elle est réparée éventuellement avec des erreurs. Et même s'il n'y a pas d'erreur au moment où vous réparez votre cassure double brin, ce que vous introduisez, ce sont deux éléments qui sont proches dans les deux brins, et là, vous avez donc un morceau de transposon, mais celui-là, il vient d'un autre endroit, donc vous avez le bleu et le rouge, par exemple, et ce qui peut se produire au moment, en particulier, de la division cellulaire, c'est que vous allez avoir des hybridations entre les brins semblables, et ça peut faire sauter un gros morceau d'ADN. C'est-à-dire que ce que vous allez faire quand vous faites ça, c'est que vous allez modifier sur des grandes régions le dosage génétique. C'est-à-dire que et ça, c'est très très grave. C'est un troisième type de mutation qui peut arriver, qui est des délétions ou des duplications de fragments plus ou moins larges du génome.
en tout cas qui dépasse très largement la taille de la séquence qui est insérée. Et il y a des variations de nombre de copies de gènes qui sont localisées à proximité de ces sites. Or, vous devez le savoir, le dosage génétique est un point très important de la physiologie, et nombre de pathologies, un très grand nombre de pathologies, sont dues à des variations du nombre de copies de gènes non mutés. Les gènes normaux, dont le nombre de copies change, peuvent introduire des pathologies chez un animal. L'exemple le plus classique que vous connaissez, c'est l'expression d'une copie supplémentaire du gène de l'alpha-synucléine qui est retrouvée dans certaines formes de la maladie de Parkinson. Vous avez aussi la trisomie, évidemment, du chromosome 21. Et donc, même si le gène est normal, il faut avoir la bonne dose. Et je vais revenir sur cette question en vous l'illustrant par un travail qui a été fait dans le laboratoire dans un instant. Par ailleurs, la simple introduction d'un transposon, je vous le rappelle, la simple réexpression, excusez-moi, d'un transposon peut avoir des effets sur la méthylation, en particulier sur la méthylation au niveau des promoteurs. Donc l'expression génétique peut être modifiée par la présence d'un élément transposable ou même par l'expression sous forme d'ARN sans insertion. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que et là, alors, il y en a énormément. On peut imaginer énormément de séquences qui pourraient être ainsi régulées au niveau transcriptionnel, même si elles ne sont pas suffisamment intactes pour pouvoir être réinsérées dans le génome. Donc ça, j'en ai parlé à propos des travaux de Eric Kandel. J'y reviendrai dans un instant de nouveau dans cette espèce de petit résumé du cours avant qu'on aborde des régions nouvelles, parce que je ne vais pas quand même terminer sur un résumé. Vous pouvez me faire confiance. Il faut que ce soit compliqué pour terminer. Donc, souvent, quand les biologistes travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des gains de fonction. C'est-à-dire qu'ils expriment un gène, ils surexpriment un gène. Enfin, quand ils font un gain de fonction, bon, ils font ça comme des brutes. C'est-à-dire qu'ils augmentent le gène d'un facteur 10, d'un facteur 100, d'un facteur 1000. Ou alors, ils font une perte de fonction. Et à ce moment-là, ils suppriment le gène complètement. Donc, évidemment, c'est très utile. Ça donne énormément d'informations sur le plan biologique, mais ça n'a rien de physiologique. C'est vraiment artefactuel. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la génétique et la physiologie, c'est la même chose, et que des petites modifications de l'expression génétique peuvent avoir de grosses conséquences sur le plan physiologique. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre, surtout dans la durée. C'est-à-dire une petite modification qui va durer longtemps peut, au bout du bout, vous emmener là d'où on ne revient pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça, l'illustrer avec un travail qui a été fait par l'équipe de Kenneth Moya dans mon laboratoire. Et va vous illustrer vraiment l'importance du dosage génétique dans les pathologies, mais aussi sur le moment où la pathologie apparaît, donc sur la durée du vieillissement en bonne santé, qui ici nous intéresse bien sûr. Donc ça, je vais vous... voilà, à la suite de mutants dans un gène P50, un gène qui s'appelle le TX2, qui encode un facteur de transcription, nous avons généré 6 phénotypes qui se distinguent par des activités différentes de ce gène. Donc là, vous voyez ce qui se passe sur ces 6 phénotypes. Donc pour l'animal sauvage, ici, vous avez un embryon normal, ça c'est au 18e jour de la vie embryonnaire. Si vous retirez les 2 gènes, l'animal est mort, donc à 9,25, on ne voit rien. Et là, disons que on peut dire qu'il y a des variations dans les phénotypes. Donc je vais vous donner les niveaux d'activité en gros. Ça, ce serait 50%, ça serait 70%, ça serait 40%, et ça serait 20% d'activité, en gros. Vous voyez, si vous avez 20% d'activité du gène, on ne va pas très loin, parce que l'animal naît sans tête. Avec une tête qui ne se maintient pas, ce n'est pas très joli. Si vous passez à 40%, vous avez un animal à peu près normal. Vous ne pouvez pas faire la différence. Si vous arrivez à 50%, il est aussi normal. Si vous arrivez à 70%, il est aussi normal. Donc vous voyez, vous avez une graduation du niveau d'expression. Mais là, maintenant, vous prenez un animal comme celui-là qui est à 40%, qui a l'air normal. Et vous allez photographier le côté droit et le côté gauche. Et vous voyez que, par exemple, ici, du côté droit, il a un œil, du côté gauche, il n'en a pas. Ça veut dire que vous êtes dans une limite où simplement, même dans le même animal, les variations stochastiques du développement font que vous allez passer un seuil ou ne pas passer le seuil, où vous allez avoir
un phénotype. Et ça vous montre qu'une toute petite différence peut avoir un effet absolument massif sur le phénotype de votre animal. On retrouve ça d'ailleurs dans des maladies chez l'homme. Donc ça, c'est vraiment une illustration extrêmement forte. Et je vais vous montrer ici, dans cette diapositive suivante, que voilà le sauvage, 50%, 70%, 50%, 40%. Vous voyez qu'à l'âge où on est ici, vous regardez ici les cellules bipolaires de votre œil, vous voyez que vous perdez des cellules bipolaires. Ce n'est pas tout ou rien, hein, c'est progressif, c'est en fonction de dosage génétique, mais surtout ce qui est intéressant ici, là on a fait plein ça subsume un très grand nombre de phénotypes. Vous voyez que ça c'est le sauvage. Vous voyez que pour celui qui a 70% de la force génétique, pour dire de façon simple, eh bien jusqu'à 2 ou 3 mois, votre animal est normal, et puis qu'après, il va commencer à devenir malade. Mais que si vous passez de 70 à 50%, la maladie apparaît plus vite. Il faisait passer de 50 à 40%, elle apparaît encore plus vite. Donc ça vous indique que plus la force génétique est forte, et plus vous allez rester normal longtemps. Mais que jusqu'à un certain temps, exactement comme dans pas mal de maladies génétiques, eh bien, vous n'allez pas voir la différence entre un animal sauvage et un animal qui est déjà, dès le départ, un petit peu fatigué. Donc, cette histoire me ramène, ou nous ramène, à nos affaires de rétrotransposition. Et elle nous permet de rappeler ici que si la génétique n'est pas loin de la physiologie, eh bien, la physiologie, elle, n'est jamais très loin de la pathologie. Cette année, je vous ai proposé 2 exemples qui illustrent cette idée. Le premier exemple est pris dans les travaux d'Éric Kandel et de ses collègues. Alors, je vous rappelle que Éric Kandel va venir faire un séminaire ici le 18 décembre, qui est un séminaire qui sera probablement extraordinairement intéressant, qui est assez culturel, c'est sur qu'est-ce qui se passe, la conscience. Vous savez, on dit que quand les scientifiques deviennent vieux, ils travaillent sur l'évolution. Quand ils deviennent très vieux, ils viennent sur la conscience. Et quand ils deviennent très très vieux, ils travaillent sur l'évolution de la conscience. Donc, vous allez avoir un séminaire sur l'évolution de la conscience d'un prix Nobel, Éric Kandel, et j'ai prévu une traduction simultanée. Donc, je vous encourage à venir l'écouter le 18 décembre à 11h. Avec une traduction simultanée. Ça vaut le coup de le voir, et ça vaut surtout le coup de l'entendre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc, le premier exemple, j'avais pris dans le travail du groupe d'Éric Kandel, et sur le fait que l'activité PIWI, c'est une protéine qui lie les piRNA, et quand PIWI est lié au piRNA, eh bien, il bloque l'expression des rétrotransposons. D'accord? Donc, mais si on supprime PIWI, donc on empêche les piRNA de faire leur boulot de répression, à ce moment-là, on a des rétrotransposons qui sont exprimés. Donc, ce que je vous ai montré, c'est un travail qui a été fait sur l'aplysie. Voici ici l'aplysie, donc la limace de mer. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ce PIWI par RNA complexe régule la méthylation au niveau de promoteurs qui eux-mêmes sont des promoteurs de gènes qui sont impliqués dans l'apprentissage. L'apprentissage ici, c'est l'apprentissage du réflexe de retrait de la branchie quand on tripote le siphon avec une pipette. Donc quand vous faites ça, normalement l'animal apprend à retirer sa branchie et cet apprentissage est d'autant plus grand qu'on balance de la sérotonine. Mais ce que ce groupe a démontré, c'est que cet apprentissage est sous le contrôle de la répression de l'expression de ce gène CREB2 et que cette répression est levée, est augmentée si on inactive le gène PIWI ici, c'est-à-dire que en fait, dans ce cas-là, on a un piRNA qui vient s'hybrider avec le messager de CREB, ce qui induit une méthylation des CPG et une répression de l'expression du gène. Vous pouvez voir ici, effectivement, que vous avez une méthylation du promoteur proximal
quand vous avez cette facilitation de l'apprentissage par la sérotonine. Donc là, c'est un phénomène qui est très intéressant. Je tire la philosophie de la chose. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est physiologique, purement physiologique, et que ça nous rappelle que pour distante que la synapse puisse être du noyau, l'activité locale au niveau synaptique a des conséquences sur la structure de la chromatine, hein, et que nous marquons ainsi de façon parfois irréversible les événements physiologiques, psychologie incluse, dans la structure épigénétique de la chromatine. C'est une forme d'imprinting de ce qui nous est arrivé, de nos expériences vitales, au niveau de l'ADN. D'ailleurs, à ce propos, j'avais soulevé l'hypothèse et j'avais apporté des données en la faveur de cette idée, l'idée que certaines pathologies psychologiques, psychiatriques en particulier, pourraient trouver leur origine, au moins partiellement, dans la trace ainsi laissée par des traumatismes dont nous pouvons ne pas avoir conscience, qui sont produits très tôt, hein, au cours du développement, par exemple, voire du développement embryonnaire, du développement postnatal, et peut-être au cours de la vie adulte. On peut avoir des traumatismes dont on ne se rend pas compte même dans la vie adulte. Donc, les conséquences de l'activation d'éléments transposables sur le vieillissement et la possibilité que cette activation accompagne le vieillissement normal ont aussi été illustrées sur des travaux sur la mouche drosophile, dont je vous rappelle les points essentiels, qui sont celui-là. C'est que là, ce sont, par exemple, une protéine sont des rétrotranspositions un petit peu particuliers de gypsy, mais il y a aussi des rétrotransposons classiques. Eh bien, là, cette activation se voit par l'expression d'une protéine d'enveloppe de gypsy. Vous voyez que chez un animal normal, avec le vieillissement, on voit apparaître cette protéine d'enveloppe, c'est-à-dire que le vieillissement normal s'accompagne de l'activation de ces rétrotransposons, mais que si je supprime une protéine de la famille Peewee, une protéine argonaute, qui normalement réprime l'expression des transposons, si je fais un mutant de cette protéine, je vois que ça apparaît beaucoup plus tôt et qu'à 30 jours, je suis envahi par cette rétrotransposition. C'est-à-dire que j'ai vraiment relaxé ma chromatine à un point absolument scandaleux. Sur le plan du comportement, un vieux et une jeune mouche se comportent relativement pareil. Donc ça, c'est ce que vous avez rappelé, c'est quand même assez encourageant, tout pour moi. Mais là, si vous avez une mutation dans votre gène argonaute, bien vous voyez que le vieux diffère beaucoup du jeune dans ce cas-là. Mais le jeune lui-même est un peu malade. Et puis, vous avez un problème de survie de vos cellules, c'est-à-dire que les mutations d'organotes modifient le pourcentage de survie après 30 jours chez une mouche drosophile. Donc, physiologie d'un côté, pathologie de l'autre. La pathologie, c'est toujours, comme je le dis souvent, une physiologie qui déraille. Donc, je reviens là maintenant sur mon schéma simplifié pour souligner que nous venons de résumer les questions de l'instabilité génétique et partiellement seulement celle des altérations épigénétiques. Partiellement seulement parce que cette instabilité épigénétique engage plus que des événements moléculaires, transcription d'un rétrotransposon, etc., qui sont somme toute relativement locaux pour embrasser la structure globale de la chromatine et du noyau. C'est pour cette raison qu'au cours d'un de ces cours qui se précède, je me suis engagé sur la piste des lamines et des laminopathies. Hein. Donc, sur cette diapositive, je vous rappelle à quel point la chromatine n'est pas isolée de la cellule. Hein. C'était des liaisons qui sont des liaisons physiologiques, mais sont aussi des liaisons physiques. Ici, vous avez les lamines. Vous avez la chromatine qui est accrochée aux lamines. Vous avez ici les pores nucléaires. Ça, c'est l'hétérochromatine qui est en général sur le bord, au contact des lamines. Et ce que vous voyez ici, c'est que vos lamines, hein, qui elles-mêmes sont couplées à la chromatine, sont en contact avec le cytosquelette de la cellule. Donc, vous avez une liaison physique via les protéines qui relient les lamines,
qui sont des protéines de structure nucléaire de la classe des filaments intermédiaires, au cytosquelette du cytoplasme, en particulier ici, vous voyez, aux microtubules. Donc l'importance de ces interactions est très grande. Je l'ai illustré deux fois, enfin sur deux phénomènes. Voilà ici. Vous savez, enfin, je vous le rappelle, au cours de la division cellulaire, en particulier dans la zone germinative du système nerveux, une cellule se divise quand le noyau s'est promené du côté basal au côté apical. C'est-à-dire que quand le noyau ça bouge, hein, tout bouge dans une cellule, ce n'est pas un sac, tout bouge. Et il faut que le noyau arrive au niveau de ce qu'on appelle le centre organisateur des microtubules. Et à ce moment-là, on a une division cellulaire avec évidemment séparation des chromatides, et puis formation de deux cellules, et après le noyau redescend, voilà, phase S, phase G2, phase M, mitose, phase G1, phase S, ça redémarre. Et donc, si vous avez une mauvaise interaction entre votre noyau et vos microtubules, du fait d'une rupture entre ce qui se passe au niveau de la membrane nucléaire, mais aussi de la structure de la chromatine, ou du moins de la couche de l'amine, eh bien, avec le cytosquelette, eh bien, cette avancée vers le haut ne se fait pas ou se fait mal, et vous n'avez pas une division cellulaire normale. Donc, vous manquez de notre progéniteur. Donc, vous faites des petits cerveaux. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que la migration cellulaire elle-même dépend du mouvement des noyaux. C'est-à-dire que quand votre cellule va avancer, en fait, elle suit son noyau. Le noyau rentre dans la cellule, il rejoint le MTOC, le centre organisateur du microtubule, et ensuite, la queue suit. Donc, en fait, c'est une migration dans ce genre-là. Et de fait, si vous bloquez ces moteurs moléculaires, ou si vous bloquez l'interaction entre votre noyau via les lamines et vos microtubules, ici, qui permettent la migration du noyau, eh bien, vous avez des couches de cortex, comme dans le mutant de lamine B2, vous avez des couches de cortex qui sont complètement désorganisées. Donc, le noyau a un rôle qui dépasse, si vous voulez, d'une certaine façon, le simple rôle, enfin simple, le rôle essentiel, bien entendu, de faire de l'expression génétique. Donc, le cerveau a besoin de structures de lamine correctes. Mais cette influence, évidemment, sur le noyau, comme je vous l'ai aussi rappelé, comme je l'ai dit, raconté en fait au cours des heures qui ont précédé, va au-delà du cytoplasme pour atteindre aussi le milieu extérieur. Hein. C'est une influence réciproque. Hein. Le milieu extérieur modifie l'expression des lamines. Et ça, je vous rappelais, on en a parlé, c'est-à-dire que la viscosité du milieu extérieur va déterminer quel type de lamine est fabriquée. Si vous avez une petite élasticité, c'est-à-dire que si vous avez en fait un milieu assez mou, hein, comme un cerveau qui est mou, hein, je vous rappelle, c'est à la consistance du porridge tiède, eh bien, vous avez essentiellement des lamines B qui sont exprimées, et c'est ce qui se passe dans le cerveau. Vous avez beaucoup de lamine B, vous avez très peu de lamine A et de lamine C. Mais si vous avez des tissus qui sont des tissus durs, à ce moment-là, comme l'os, hein, à ce moment-là, ce que vous voyez arriver, c'est peu de lamine B et essentiellement des lamines A et des lamines C. Donc il y a une espèce de courbe, si vous voulez, avec lamine B dominant et lamine A dominant, qui est dépendant de l'élasticité du tissu. Et vous voyez que vous avez cette courbe entre le cerveau et évidemment les os qui marquent que le milieu extérieur modifie l'expression des lamines au niveau intérieur. Donc ça peut se voir, hein, ça se voit assez clairement ici, c'est-à-dire que si vous avez une mutation dans les lamines, eh bien ce que vous avez ici, plutôt, excusez-moi, c'est voilà, je ne sais plus comment j'ai fait ça, je pense que c'est dans le sens contraire. Enfin bref, je ne sais plus très bien, là, j'en suis perdu, vous voyez, ça m'arrive aussi. Je ne sais plus qu'est-ce qui est muté là-dedans, mais je pense que c'est un élément de la matrice. Vous voyez que, non, c'est les lamines. Ce que vous voyez ici,
c'est que votre os est plein de trous. Ici, vous avez introduit de l'apoptose dans vos cellules par une modification en fait, de la matrice extracellulaire. Donc en fait, vous développez mal vos os et vous développez mal vous avez de la casse dans vos artères. Et en fait, la plupart de ces animaux, c'est une mutation de la lamina. Et ce que vous voyez ici, c'est que dans la mutation de la lamina, eh bien, vous avez une perte de vaisseaux. Et la plupart de ces souris, mais aussi des malades atteints de progéria, après une mutation dans la lamina, c'est une délétion en fait dans la lamina qu'on voit là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on meurt d'une maladie cardiovasculaire. Vous avez évidemment, vous voyez ici, c'est-à-dire que si vous délétez votre lamine A, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous perdez l'expression de votre matrice extracellulaire. Vous voyez ici que vos cellules prolifèrent extraordinairement mal, mais que si vous les faites pousser maintenant sur de la matrice extracellulaire, elles récupèrent leur capacité de prolifération. Donc en fait, muter une lamine, non seulement a un rôle sur la migration, sur la division, mais aussi un rôle sur le milieu extracellulaire. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est important sur le plan des mutations. Tel qu'on peut... Ça aussi, je vous l'ai raconté. Je vous ai dit aussi que ça a des effets épigénétiques. Hein, et là, vous pouvez voir ici ce qui se passe entre des cellules qui prolifèrent et des cellules qui sont en sénescence. Celles-là, elles sont au bout de leur télomère, pour ainsi dire. Celles-là continuent à proliférer. Et vous voyez qu'il y a des différences, par exemple, de méthylation des histones. Là, vous avez les histones H3 triméthylées sur la lysine 4. Vous voyez que dans une cellule en sénescence, vous avez une augmentation des méthylations dans cette région-là. Pour ce qui est de la méthylation sur la lysine 27, vous voyez que dans toute cette région-là, vous avez une hypométhylation dans les cellules sénescentes, et cette hypométhylation dans les cellules sénescentes va entraîner l'expression de gènes, des expressions parce que ce sont des histones qui sont répressives. Si vous les modifiez, c'est-à-dire que si leur taux est diminué, alors vous avez une augmentation de l'expression génétique, et l'expression génétique de gènes que vous ne devriez pas voir s'exprimer, qui sont des gènes qui sont associés à la sénescence. Et donc, ça a à voir aussi, comme je viens de vous montrer, avec les modifications de vos lamines. Ici, en l'occurrence, les gènes qui sont exprimés dans ces cas-là peuvent être des gènes de métalloprotéase. Ça peut être aussi, évidemment, des rétrotransposons. Je ne peux pas oublier non plus, et je vous l'ai rappelé, je vous l'ai dit déjà, que l'oxydation des lamines elles-mêmes est un élément régulateur de leur physiopathologie. Hein. Et ça, c'est ce qui est exprimé ici. Vos lamines, voilà l'enveloppe nucléaire. Vous avez ici vos lamines normales. Vous avez un aller-retour entre une lamine qui peut être oxydée avec un retour possible, c'est-à-dire que c'est une oxydation réversible. Et vous allez voir que les oxydations réversibles sont des processus physiologiques, de nouveau, c'est-à-dire qu'il est important de pouvoir oxyder certaines molécules, mais que si vous passez un SAD, un seuil d'oxydation, alors vous pouvez passer dans une créode irréversible, et à ce moment-là, vous êtes vraiment enquiquiné parce que vous êtes ici, et par exemple, vous allez libérer des facteurs de transcription qui étaient associés à vos lamines non oxydées. Ces facteurs de transcription vont commencer à exprimer des gènes qui ne devraient pas être exprimés, en particulier dans l'hétérochromatine qui est normalement silencieuse. Et puis, vous avez à la surface aussi, ici, des protéines qui sont des buffers d'oxydation. Mais évidemment, s'il y en a trop, à ce moment-là, vous allez les supprimer. Et de nouveau, vous allez bousiller, oxyder irréversiblement votre lamine, au point que parfois, vous allez faire des trous énormes dans votre membrane nucléaire, qui va même permettre, comme je vous l'ai dit, le passage d'organelles incroyables entre les cellules. Vous allez retrouver des mitochondries, par exemple, dans le noyau, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas là qu'on doit les trouver. Donc là, vous voyez que je reviens à mon camembert, hein, et vous constatez que nous avons rempli le camembert quand même un petit peu maintenant,
puisque nous avons lié l'interaction, l'instabilité du génome avec les altérations épigénétiques, avec la dysfonction mitochondriale, stress oxydatif, et avec l'altération des communications intercellulaires, parce que quand je dis que je modifie la matrice extracellulaire, ça veut dire que je modifie les communications intercellulaires. Donc, je fais rentrer un tout petit peu d'altération intercellulaire, un tout petit peu de dysfonction mitochondriale, avec ces éléments dont nous avions déjà parlé plus tôt. Donc, le camembert se remplit progressivement, même s'il n'est pas complet, parce que sinon, il ne me reste rien à vous raconter l'année prochaine. Enfin, je comptais tout dire cette année, mais comme d'habitude, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Et puis, je ne sais pas quoi faire l'été. Alors, j'arrive avec trop de trucs, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je suis content de revenir l'année prochaine. Je pensais demander une année, mais bon, je ne vais pas la demander. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur l'affaire des télomères et de l'épuisement des cellules souches, qui est évidemment encore toute fraîche, j'imagine, dans vos mémoires, puisque ça recouvre les 3 derniers cours, plus ou moins. Je vais quand même insister sur 2 points, parce qu'ils relient à d'autres éléments du schéma. Le premier point est que l'attrition des télomères est évidemment liée à l'épuisement des cellules souches et à la sénescence, dans la mesure où c'est la diminution de la longueur des télomères, au-delà d'une certaine limite, qui induit sénescence et apoptose. Donc ça, c'est clair. Et je rappelle, pour faire lourd, qu'il s'agit d'un phénomène progressif, dont l'effet délétère ne se manifeste qu'après un certain âge, que nous n'atteignons que du fait d'un changement révolutionnaire de l'espérance de vie, et de nouveau, pas partout sur notre planète, ni uniformément dans les contrées qui en bénéficient. Par ailleurs, cette attrition des télomères s'accompagne donc des cassures double brin et active ce qu'on appelle la DNA Damage Response, qui trace le lien avec les instabilités génomiques. D'ailleurs, dans le cas où la réparation ne se fait pas, il y a effectivement instabilité génomique avec, je le rappelle, des fusions chromosomiques, des modifications cytogénétiques et qui sont gravissimes. C'est-à-dire qu'au bout des télomères, quand vous cassez votre ADN dans les télomères, si vous ne réparez pas, vous pouvez avoir des fusions chromosomiques. Alors là, ça fait des modifications cytogénétiques qui sont vraiment totalement irréversibles. Enfin, et on vient de discuter, les cellules souches raccourcies au niveau de leurs télomères peuvent quand même se différencier et donner des cellules postmitotiques anormales qui remplissent mal leurs fonctions physiologiques. Pour les neurones, les fonctions physiologiques sont altérées parce que les morphologies dendritiques sont elles-mêmes altérées. Et même si cela n'a pas été étudié, il est plus que probable que ces conséquences physiologiques sont extrêmement graves. On peut dire d'une certaine façon que dans ces cas-là, les neurones naissent avec des cheveux gris, ce qui nous permet de tracer un lien parmi d'autres avec la sénescence cellulaire et les communications intercellulaires. Donc je reviendrai sur tous ces points en creusant plus, bien sûr, l'année prochaine. Et c'est pourquoi je vais maintenant vous présenter brièvement, mais pas trop, des éléments de dysfonction mitochondriale et des éléments portant sur l'analyse défectueuse des nutriments et de la perte de protéostasis. C'est-à-dire, je vais vous parler un tout petit peu de ces questions-là, mais en guise d'introduction au cours de l'année prochaine. Alors, si je préfère terminer le cours de l'année sur les dysfonctions mitochondriales, ou sur une petite partie de ce qui pourrait être dit l'année prochaine, c'est pour relier un point que j'ai très souvent discuté dans les années précédentes, relié au point que j'ai très souvent discuté dans les années précédentes, de l'importance du métabolisme énergétique dans les pathologies psychiatriques et neurodégénératives et neurologiques. Comme vous vous en souvenez certainement, pour ceux d'entre vous qui avaient la gentillesse de venir depuis maintenant un certain nombre d'années, le cerveau humain, par rapport à celui des autres primates, est démesuré, puisque la règle de proportionnalité entre cerveau et corps qui existe chez les primates lui attribuerait normalement à Sapiens, c'est-à-dire à nous, de 400 à 500 cm3 de cerveau. Or, on en a entre 1300 et 1500, donc on a en gros 900 à 1000 cm3 de trop.
qui sont assez bien placées. Hein. C'est des fonctions cognitives, c'est des fonctions langagières, donc en fait, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça fait qu'on est des sapiens, hein, bien entendu, mais c'est une augmentation qui est terrifiante sur le plan énergétique. Hein. Elle a un coût majeur. Nous plaçons 20% de notre énergie quotidienne dans le cerveau qui, au fond, ne représente que 2% du poids du corps. Et même à ce prix, nous sommes loin du compte par rapport à des primates normaux, parce qu'un primate normal, c'est-à-dire disons un chimpanzé, un orang-outan, un gorille, met 10% de son énergie dans un cerveau de 500 cm3. Donc il faudrait qu'on mette entre 30 et 40%. Enfin, on ne peut pas, on passerait son temps à manger, vous allez voir. Donc, mais ça veut dire que ça crée des contraintes qui sont considérables sur le plan évolutif. Hein. D'ailleurs, ce que je voulais dire avant, et peut-être que je l'ai sauté, non, ça va revenir plus tard. Ça nous oblige à faire des compromis entre différentes régions du cerveau. C'est-à-dire qu'on va en mettre plus dans le cortex préfrontal, par exemple, puis moins dans d'autres régions du cerveau, parce que les 20%, au fond, ce n'est pas suffisant. Donc les contraintes que cela crée sont considérables sur le plan évolutif, et d'un simple point de vue nutritionnel, je vais suivre le travail de Fonseco, Azevedo et Herculano Houzel, qui a été publié en 2012. Si notre diète était semblable à celle des grands singes, nous devrions consacrer autour de 8 à 10 heures par jour pour nous nourrir, hein, plus le temps nécessaire à la quête de nourriture. Donc ça laisse peu de temps pour autre chose, quoi que ce soit. Hein. Donc si vous regardez ici, par exemple, si vous passez du macaque au gorille, un macaque passe 5 heures par jour à manger, un gorille passe 10 heures par jour à manger. D'accord ? Donc un chimpanzé passe environ 8 heures par jour à manger. Donc ce sont des animaux qui passent leur temps à se nourrir pour nourrir leur cerveau essentiellement. Hein. Il y a un rapport avec le toit du corps, mais aussi évidemment avec le nombre de neurones. Donc sur la partie droite ici, vous avez la ligne bleue qui est verticale, et vous avez la confirmation que nous sommes avec un cerveau qui correspond à 2% du poids du corps, et à un corps d'environ 80 kg, je parle pour l'homme contemporain. Moi, je suis plutôt plus par là, mais bon, c'est pas grave. Mais même, hein, avec 2% du poids du corps, eh bien, vous devriez passer environ 8 heures à manger. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça? C'est parce qu'en fait, d'après ces auteurs, le régime alimentaire des humains, des sapiens, c'est très élaboré. Il a inventé la cuisine. Et les aliments cuits, en particulier, ont une plus grande valeur nutritive que les aliments crus. Donc, de ce fait, on peut se contenter de passer 1 heure par jour, pour certains 2, certains un peu plus, mais enfin, ça c'est un peu exagéré, et s'en sortir quand même. Mais s'il fallait qu'on bouffe 8 heures par jour, on n'aura pas beaucoup de temps pour travailler. Parce qu'en plus, il faut aller chercher la nourriture. Hein, ça ne vient pas toute seule. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. Donc, c'est vrai que l'invention du feu, l'invention de la culture et de la cuisine sont bons pour la cognition. Voilà. Donc, ça rassure ici ceux qui aiment manger. Je sais qu'on approche de Noël quand même. Donc, maintenant, j'ai essayé de vous décomplexer par rapport aux excès que vous allez faire pendant les vacances de Noël. Par-delà cette question de la nutrition, et je n'ai pas terminé. Par-delà cette question de la nutrition, il y a le fait que malgré cette grande efficacité qui est la nôtre, nous sommes quand même en dessous de ce qui serait nécessaire, ce qui amène, je disais, une distribution inégale du métabolisme entre régions cérébrales, avec une attention tout à fait particulière pour le cortex préfrontal, qui est particulièrement favorisé sur le plan calorique, mais aussi une fragilité très particulière des neurones qui ont une forte consommation énergétique, en particulier les neurones qui ont de très longs prolongements, hein, par exemple les neurones dopaminergiques de la substance noire ont des longs prolongements, ou les neurones qui sont les petits fighty guys, des types qui déchargent beaucoup et à très grande vitesse. Et en particulier les interneurones inhibiteurs à parvalbumine du cortex,
qui sont des animaux très importants sur le plan de la cognition. On en a parlé l'année dernière, je ne reviens pas. Mais ce sont des neurones qui ont besoin d'énormément d'énergie et qui sont toujours à la limite de la crise énergétique. Et donc, ils peuvent entrer dans une période pas très favorable s'ils sont asphyxiés. Mais en même temps qu'ils créent de l'énergie, ils sont obligés de synthétiser énormément d'ATP. Et alors là, il y a un deuxième problème, c'est que quand je fais de l'ATP, eh bien, je fais aussi des radicaux libres, des ROS. Et comme vous l'avez vu, si j'ai trop de radicaux libres, à ce moment-là, j'ai des effets délétères. J'oxyde de nombreux éléments cellulaires. Je commence par oxyder mon ADN, ça c'est pas bon. J'oxyde les lipides, j'oxyde les protéines, avec toutes les conséquences qu'on a déjà discutées. Donc il faut beaucoup d'ATP, mais dès qu'on en a trop, paf. Donc c'est toujours pareil, il faut trouver le bon compromis. Pas facile, pas drôle. Donc c'est pour ça que l'utilisation optimale des réserves est quelque chose de très important, et ça implique un bon système de mesure des nutriments, qui soit très fiable, et ça veut dire que, évidemment, on a ici un rapport entre cette façon de sentir les nutriments, c'est-à-dire en fait combien de glucose, combien d'acides aminés circulent dans le sang, quelle est ma glycémie, et évidemment l'activité mitochondriale pour faire évidemment une économie, une utilisation aussi rationnelle que possible des réserves que nous stockons ici ou là. Plutôt ici que là en ce qui me concerne. Voilà. Mais bon, chacun son truc. Voilà. Donc un point qui est particulièrement intéressant, à mon avis, est que les radicaux libres qui sont générés donc par les mitochondries, comme vous le savez, au cours de la synthèse d'ATP, je viens de vous le dire, ne sont pas forcément des méchants garçons. Ça, c'est... Et alors, là, je vais vous prendre un petit peu à revers, vous m'en voulez pas. C'était les bad guys, et en fait, ce n'est pas forcément les bad guys. C'est toujours pareil, tout est affaire de dose. Je vais vous l'illustrer en fin de séance. Je vais d'abord discuter la question du rapport entre mitochondrie et vieillissement, parce que je sais que c'est ce qui nous intéresse ici. Enfin, c'est le cours, quoi. Donc, je vais partir d'un article qui a été publié dans Journal of Clinical Investigation en 2013 aussi, et je vous cite leur introduction. Les raisons exactes du vieillissement sont très mal connues. Vieillir est vu comme un processus de dégénération causé par l'accumulation de lésions qui mènent au dysfonctionnement cellulaire, au collapse des tissus et à la mort. What else is new, comme disent les anglo-saxons. C'était pas la peine de nous dire ça, on le savait. Et alors, pour s'en tenir à ce qu'on appelle la théorie des radicaux libres, pour le vieillissement, les ROS seraient uniquement des produits toxiques, indésirables, générés par le métabolisme aérobique. La chaîne respiratoire, qui, comme vous le savez, est localisée sur la membrane interne des mitochondries, est le site principal de production des superoxydes. Une espèce oxygénée réactive, qui est la définition globale de ce qu'on appelle les ROS, très abondante. Donc, vous voyez ici comment ça se passe. Ce sont les superoxydes, sont générés au niveau de complexe 1 de la chaîne de transfert des électrons qui aboutit à la synthèse d'ATP, et au niveau du complexe 3, par ce qu'on appelle les NOx, c'est-à-dire ce qui oxyde le NADP. Et ensuite, les oxygènes réactifs, O2-, ici, sont malheureusement transformés en H2O2 par ce qu'on appelle la superoxyde dismutase. Il y a aussi d'autres superoxydes qui ne sont pas sympas, qui sont ceux-là, mais on en repassera plus tard. Donc en fait, le peroxynitrite. Mais vous avez aussi donc formation d'hydrogène peroxyde, qui en soi n'est pas quelque chose d'horriblement toxique, sauf que ces métaux, comme le fer, et la réaction qu'on appelle réaction de Fenton, les transforment. Tous les métaux de transition, d'ailleurs, que vous connaissez de la classification de Mendeleïev, tous les métaux de transition sont capables d'utiliser cette réaction de Fenton
pour créer des radicaux hydroxylés, alors qui, eux, sont vraiment les agents les plus réactifs et qui sont ceux qui créent les lésions oxydantes qui touchent, une fois encore, les lipides, les protéines et l'ADN, les bases nucléiques. Donc c'est une théorie qu'on appelle la Mitochondrial Free Radical Theory of Aging, MFRTA, donc la théorie du vieillissement fondée sur les radicaux libres mitochondriaux. Elle est en accord avec de très nombreuses observations. Je ne pense pas que je vais dépasser, mais si je dépasse un petit peu, vous n'en voudrez pas, j'espère. Donc, sont d'accord avec de très nombreuses observations, mais elle a été mise en doute, et ça c'est la bonne nouvelle, et remplacée dans des schémas moins mécanicistes, du genre le méchant radical libre qui casse tout ce qui passe, quoi, en gros. Et les auteurs discutent l'affaire des ROS dans le cadre plus large, beaucoup plus large, du rôle de la mitochondrie dans le vieillissement, avec un intérêt particulier pour les mutations mitochondriales. Donc, le rôle des ROS mitochondriaux et le lien entre la fonction mitochondriale et signalisation. Je ne vais pas en parler cette année, c'est un point qui est beaucoup trop important pour être traité en fin de cours, et j'y reviendrai énormément l'année prochaine. J'espère que ça ne vous décourage pas. Mais sinon, on prendra une plus petite salle. Donc, voilà. Donc, sur le plan évolutif, comme vous le savez, les mitochondries sont d'origine bactérienne, et elles ont dévolu une grande partie de leur génome au noyau. C'est-à-dire que l'essentiel du génome des mitochondries est passé dans le noyau. Mais les mitochondries ont gardé un petit peu de génome. Elles ont gardé en fait, elles ont 16 kb d'ADN circulaire, et chez les mammifères, ces gènes codent pour 13 protéines, 22 ARN de transfert, qui sont des ARN qui permettent la synthèse des protéines, et 2 ARN ribosomaux. Et les protéines sont toutes présentes, les protéines qui sont faites par l'ADN mitochondrial, qui sont donc encodées dans la mitochondrie, sont toutes présentes dans la chaîne respiratoire, dans ces complexes, et aussi dans l'ATP synthase, que vous voyez ici, qui est en fait le complexe 5. Voilà. Donc, et elles sont nécessaires, et elles sont essentielles à ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, c'est-à-dire à la fabrication d'ATP, bien entendu. Donc il existe des preuves extrêmement solides d'une augmentation du nombre de mutations de l'ADN mitochondrial avec l'âge. Par exemple, des mutations ponctuelles et des mutations par délétion ont été observées chez les vieillards, y compris au niveau du cerveau. Tant qu'à faire. Donc ça résulte de lésions qui sont faites sur l'ADN mitochondrial mais qui ne sont pas réparées. Et on peut dire qu'il y a tellement de ROS dans la mitochondrie que c'est normal que mon ADN mitochondrial, qui n'est pas protégé par des histones en plus, c'est un ADN quasiment nu qu'on a dans la mitochondrie, soit activé, cassé par les ROS. Mais en fait, la part essentielle des erreurs qu'on peut voir dans l'ADN mitochondrial sont liées à des erreurs qui se produisent au cours de la prolifération des mitochondries. Parce que les mitochondries, comme vous le savez, se reproduisent par scissiparité, c'est comme des bactéries, et elles se reproduisent indépendamment du cycle cellulaire. Elles se reproduisent tout le temps. Une cellule somatique humaine contient plusieurs milliers de copies d'ADN mitochondrial. Par exemple, il y a 100 000 copies pour l'oocyte. Dans un œuf, vous avez 100 000 copies, vous avez 2 copies d'ADN génomique, vous avez 100 000 copies d'ADN mitochondrial. Donc, ce n'est pas rien. Et ce que je disais, c'est que ces mitochondries prolifèrent indépendamment du cycle cellulaire. Elles s'en fichent du cycle cellulaire, ce n'est pas lié, d'accord? Donc, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que dans une même cellule, on peut avoir des mitochondries distinctes sur le plan génétique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mitochondries qui sont mutées et des mitochondries qui sont normales. Ça s'appelle l'hétéroplasmie. C'est-à-dire que vous avez 2 types de mitochondries, même plusieurs types de mitochondries. Il n'y a pas une homogénéité génétique des mitochondries dans une cellule. Donc, pour une mutation donnée dans une mitochondrie qui va proliférer, l'effet pathologique va dépendre des niveaux respectifs des mitochondries normales et des mitochondries mutées, donc du niveau d'hétéroplasmie. Donc, il y a une tolérance pour un certain pourcentage de mitochondries malades, et cette tolérance, elle peut osciller en fonction du type de mutation. Donc, par exemple, certaines pathologies peuvent apparaître dès qu'on a 60% de cellules de mitochondries qui sont fichues. Voilà.
en particulier quand c'est des délétions très larges de l'ADN mitochondrial. Mais il y a d'autres mutations qui sont plus permissives, c'est-à-dire que en fait, la maladie n'apparaît que quand la mitochondrie malade correspond à 95% du stock mitochondrial. C'est quand même difficile à obtenir. Alors c'est quasiment de l'homoplasmie, c'est-à-dire que toutes les mitochondries sont homogènes, mais elles sont mutées. Donc ça c'est vrai dans certaines mutations rares de gènes qui codent par exemple pour les ARN de transfert mitochondriaux. Je ne donne pas les références. Donc cette distribution qui est inégale des mitochondries, bien portante et malade, peut varier entre les tissus. Elle peut même varier entre les cellules d'un même tissu. Donc il y a une sorte de mosaïcisme cellulaire de l'atteinte à la chaîne respiratoire. Donc dans un même tissu, vous pouvez avoir des cellules malades et des cellules bien portantes. À ce moment-là, la communication intercellulaire est évidemment extrêmement intéressante pour savoir si c'est le méchant qui va gagner ou si les choses vont venir comme ils devraient. Donc on se pose la question du rôle des mutations de l'ADN mitochondrial dans le vieillissement, ça va de soi. Et pour étudier cette question, les chercheurs sont assez imaginatifs, donc ils ont créé des souris dans lesquelles on a muté une sous-unité d'une polymérase mitochondriale qui lit l'ADN, qui le lit au sens de lire, c'est-à-dire qui regarde là où il y a des erreurs et qui répare les erreurs. C'est le proofreading, correction des preuves. C'est-à-dire quand vous refaites de l'ADN à partir d'un substrat d'ADN, vous faites des nouveaux brins, mais derrière, il y a un gars qui passe et qui dit c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, et qui corrige derrière. Donc ça, c'est vrai aussi pour les mitochondries. Vous pouvez muter le correcteur. Donc les fautes de frappe, si vous voulez, vont rester, elles ne vont pas être corrigées. Donc si vous faites ça, vous allez avoir une souris qui va avoir tendance à ne pas corriger les erreurs dans son ADN mitochondrial, qui va donc faire des mitochondries qui petit à petit vont avoir des mutations. On appelle ça la souris, je l'ai appelée mutator. J'aurais pu l'appeler Terminator, mais je l'ai appelée mutator. D'ailleurs, la polysémie du terme, voilà. Et donc, ça amène de nombreuses mutations qui sont réparties en 3 classes, et je ne vais pas revenir sur ces classes. Probablement l'année prochaine, je vous raconterai un petit peu ces choses-là. Mais tout de suite, on voit qu'il y a énormément de vieillissement chez ces souris. Donc le poil est blanc, l'alopécie est forte, la surdité est grande, elles ont des cardiomyopathies, elles ont une fertilité réduite, enfin bon, tout ce que nous savons de toute façon. Et en plus, elles ont une durée de vie réduite, ce qui est quand même un soulagement pour tout le monde. Donc ces souris mutators ont donc un phénotype de progéria. Elles sont progéroïdes, qui a récemment été attribué, au moins partiellement, à un dysfonctionnement précoce embryonnaire des cellules souches somatiques. Alors ça, c'est assez amusant, parce que vous voyez ici, donc voilà une souris mutator, son ADN est muté, mtDNA mutation, et alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une modification, c'est très tôt en fait, c'est dans les cellules souches somatiques qu'on a des problèmes, pas tellement dans les cellules post-mitotiques. Et là, vous voyez de nouveau, vous avez un lien entre cette question de la mitochondrie et la question de la cellule souche. Et ça, c'était très bien démontré dans les cellules souches hématopoïétiques. Donc, il y a des modifications de l'hématopoïèse, de la formation de lymphocytes, de la réponse immunitaire. Et ça, c'est dès la période embryonnaire, ça se passe très très tôt. Et puis aussi, dans les cellules souches neurales, qui sont réduites en nombre in vivo et qui prolifèrent très mal in vitro. Donc, de ce point de vue, on peut constater, je trouve ça relativement amusant, que le dysfonctionnement de la chaîne respiratoire n'apparaît que tardivement dans les tissus somatiques post-mitotiques, parfois même après que soit apparu le phénotype de progéria. Et donc, tout à fait possible que ce phénotype trouve sa cause première dans l'atteinte des cellules souches somatiques, y compris des cellules souches neurales. Donc là, ouais, quoi. C'est une observation qui est assez importante, probablement, et qui suggère que chez cette souris mutator, les mutations somatiques de l'ADN mitochondrial viennent des erreurs de réplication au cours du développement, plutôt que de lésions qui s'accumuleraient au cours de la vie adulte. Ce qui donne du poids à l'hypothèse cellule souche, bien entendu. Et si on traite ces souris avec un antioxydant, qui est la N-acétylcystéine, ne nous précipitons pas,
on rétablit la capacité des cellules souches neurales à se renouveler, ce qui suggère que des changements subtils dans l'état redox et ou dans le niveau des ROS sont des éléments très importants dans la fonction des cellules souches. Hein. Et ça, vous pouvez le voir ici. Non. Vous pouvez le voir ici, voilà. Donc ici, je vous ai donné un tout petit peu comment, voilà, que vous allez voir que là, les ROS sont relativement bons, ensuite ils deviennent très mauvais. Là, c'est les sources de ROS, et ça, c'est le catabolisme des ROS. Hein. Donc je reviens ici, vous allez voir dans une seconde que ici, c'est le système sensoriel des nutriments, et ça, c'est ce qu'on appelle la calorie restriction, vous allez voir. Donc, en fait, la mesure des ROS dans ces souris, si on mesure les ROS dans ces souris, ce qu'on réalise, c'est qu'il n'y a pas une très forte augmentation des ROS. Hein. On a les mutations mitochondriales, mais en fait, il n'y a pas énormément d'augmentation des ROS. Et donc, ça veut dire que les mutations qui touchent la chaîne respiratoire ne s'accompagnent pas d'une très forte augmentation des ROS. Et de ce fait, c'est assez rassurant, il n'y a pas ce qu'on appelle un cercle vicieux, c'est-à-dire que les mutations augmentant le niveau des ROS, le niveau des ROS faisant des mutations, et bien évidemment, c'est l'hypothèse courante, l'hypothèse catastrophique d'une espèce de créode catastrophique de ce genre. En fait, c'est plutôt la prolifération des mitochondries qui est impliquée. Alors, moi, ça ne me surprend pas énormément parce que l'activité de la chaîne métabolique entraîne la formation de ROS. Donc, quand même, on ne peut pas imaginer que ce soit absolument toxique. Mais cela, ça bat aussi en brèche l'idée que les lésions oxydatives ont un rôle causal dans le vieillissement. Alors, ce qui ne veut pas dire que des lésions dans les systèmes de réparation des lésions, et c'est là, de nouveau, que je vais insister, ne sont pas des causes du vieillissement, comme on l'a discuté plus haut dans le cours. Donc, ça, c'est une première chose. On l'a discuté pendant 9 heures. Hein, donc. Sur cette base, et celle d'autres arguments que je vous épargne, la faible efficacité des traitements vitaminés ou des régimes alimentaires censés diminuer la formation des radicaux libres, vous pouvez arrêter le thé vert. Oui, passons au whisky, quand même plus sympathique. Les auteurs mettent en doute la validité d'une théorie du vieillissement qui serait fondée sur une production anormale de radicaux libres par les mitochondries. Donc, vous voyez, on est parti de l'idée que les radicaux libres sont absolument toxiques, mais ils sont toxiques évidemment à partir d'un certain niveau. Hein. L'activité normale mitochondriale de production de radicaux libres, au fond, elle est normale, quoi. Donc on vieillit normalement. Et ils avancent vous allez voir que même c'est bon, les radicaux libres. J'aime bien terminer de façon un peu paradoxale, quoi. Donc les mêmes auteurs avancent une ligne de réflexion qui, tout en conservant l'idée qu'il peut effectivement y avoir une dysfonction mitochondriale primaire, causale, une altération métabolique beaucoup plus large pour avoir des effets secondaires sur la production énergétique de la mitochondrie. Et là, c'est ce que je vous montre ici. Hein. Les auteurs nous rappellent que les dysfonctions mitochondriales, mais aussi une biogénèse des mitochondries déficientes, sont causées par des défauts de la signalisation rétrograde via des facteurs et gènes nucléaires ou des produits du métabolisme mitochondrial. Donc, ce qui a été observé dans plusieurs organismes, c'est que le métabolisme mitochondrial régule la longévité via ce qu'on appelle le nutrient sensing pathway et la restriction calorique. Ça, c'est le nutrient sensing pathway, ça veut dire insulin-like signaling, donc c'est en fait ce qui permet de mesurer plus ou moins les taux de glucose. Ici, c'est les taux d'acides aminés qui sont mesurés, et ici, ce qu'on appelle la calorie restriction. Hein. Donc, on retrouve hein, dans notre camembert, de nouveau, je ne vous le remonterai pas une dernière fois, je vous le remonterai encore un coup, mais on retrouve ces deux tranches dans notre camembert. Donc, une altération du système de nutrient sensing, une inhibition de mTOR, par des drogues comme la rapamycine en particulier, qui est un inhibiteur de mTOR, augmente la durée de vie des mouches, des vers et des mammifères. De même, la restriction calorique a des effets positifs sur la longévité, depuis la levure jusqu'aux primates, même si les mécanismes sont encore mal compris.
Donc, dans ce contexte, on peut placer des effets bénéfiques de la restriction calorique, mais il y a des doutes sur Sapiens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On peut aller manger du foie gras tranquille. Il y a un doute, donc autant faire tomber le doute du côté du plaisir, qui aussi augmente la longévité, comme vous le savez. Bon, je ne vais pas m'attarder cette année sur cette affaire, mais j'y reviendrai l'année prochaine, et je pense qu'il suffit juste de s'appuyer sur ce modèle ici pour considérer l'hypothèse d'un passage par une augmentation du métabolisme mitochondrial et une augmentation parallèle et transitoire des ROS. Donc, plutôt celle-là, excusez-moi, voilà. Donc, vous avez une augmentation transitoire des ROS, hein, mais vous avez aussi un système de défense contre les ROS qui se met en place, qui sont en fait des détoxificateurs, par exemple superoxyde dismutase, une baisse des ROS, et ça bloque le gene. Donc, en fait, la restriction calorique, à travers cette chaîne, semble chez les mouches, chez les vers, chez les mammifères, chez presque tous les primates, mais peut-être pas chez nous. Hein, donc, j'ai trouvé plein d'articles, mais ils sont contradictoires. Il y en a qui disent « oui, il faut arrêter de manger », et d'autres qui disent « allez, faites comme vous voudrez ». Donc, en fait, il faut manger des choses bonnes, quoi. Donc, le point de départ donc, ça me permet, d'une certaine façon, de terminer le cours de cette année par une réhabilitation des ROS, quoi. Donc, et je vais le faire, je vais insister sur cette réhabilitation à travers une revue de Nathan et Cunningham-Bussell qui est sortie en Nature Reviews Immunology, en 2013 aussi. Et sous le terme de ROS, dans tout ce qui suit, je vais subsumer toutes les espèces oxygénées réactives, espèces qui participent à un grand nombre de phénomènes biologiques et qu'il est parfois difficile de séparer ou de quantifier séparément, même si les outils se mettent en place qui permettent ces opérations. Ils permettent aussi de localiser les ROS dans une cellule, parce qu'évidemment, c'est comme la bombe de Long de Boris Vian, aussi l'important, c'est là où ça tombe, hein, c'est le niveau de ROS. Donc il faut savoir que les ROS ne sont pas seulement les petites molécules réactives, les seules petites molécules réactives, il faut aussi compter des espèces azotées, NO activées, NO2 activées ou carbonées, oxyde de carbone, CO, ou les sulfures comme H2S ou comme HS-, qui ont des effets parfois proches ou parfois distincts de ceux des ROS. Donc la biologie des ROS a fait des progrès considérables au cours des dernières années, et peut-être que ça permettra de développer dans le futur des outils pharmacologiques qui touchent telle ou telle de leur activité spécifique. Donc le point de départ de la réflexion de ses collègues est que le stress oxydatif ne résume pas l'entièreté de la biologie des ROS, loin de là, et qu'il est nécessaire d'intégrer le rôle biologique des ROS à notre réflexion. Donc les ROS, je vous l'ai dit, sont générés par les NADPH oxydases, hein, NOx, au niveau mitochondrial, on l'a vu plus haut, hein, je ne sais plus si j'ai la diapositive ici, non je ne l'ai pas, mais ce n'est pas très grave, mais aussi au niveau du réticulum endoplasmique, il n'y a pas que les mitochondries qui font des ROS, et des membranes plasmiques, tout aussi bien. Donc, la production de ROS est soumise à une régulation précise avec plusieurs points de contrôle, qu'on appelle les checkpoints, et les NOx, qui produisent les ROS, sont des enzymes transmembranaires qui sont elles-mêmes activées par la fixation d'un ligand, comme l'insuline, le PDGF, le NGF ou le FGF à son récepteur. C'est-à-dire que quand vous signalez avec une molécule normale, vous pouvez activer la formation de ROS. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est une régulation, si vous voulez, comme ça, une régulation via la signalisation de la concentration de radicaux libres, qui est assez locale et qui implique que ces ROS ont probablement des fonctions physiologiques. Hein. Donc, je vais y revenir dans un instant, mais vous voyez ici, par exemple, que dans ces concentrations-là de ROS, hein, vous avez des fonctions qui sont des fonctions importantes, qui sont des fonctions qui sont impliquées dans la physiologie. Mais que si vous augmentez vos concentrations, alors vous allez arriver dans des zones qui sont des zones évidemment terriblement toxiques. Donc les systèmes de synthèse ou les systèmes de dégradation des ROS sont évidemment part entière, participent à cet équilibre,
Et vous voyez que vous pouvez avoir énormément de molécules qui sont directement oxydées. Et il y en a certaines qui sont réversibles comme oxydation. Par exemple, une oxydation dans les cystéines, ici, hein, ou des oxydations dans le méthionine, l'oxydation des sulfures, hein, et qui sont des phénomènes physiologiques. Mais évidemment, il y a des moments où, quand vous allez oxyder, par exemple, des carbones dans certains acides aminés autres, arginine, lysine, proline, thréonine, par exemple, ou dans les nucléosides, alors vous allez avoir des effets irréversibles qui vont vous emmener dans la zone rouge. Donc, de nouveau, c'est un effet de dose avec des activités physiologiques qui sont des activités physiologiques importantes. Hein. En plus, comme les ROS sont diffusibles au moins localement, hein, eh bien, d'abord, les oxydations se font sur certains atomes, ce que je viens de vous dire, et dans une molécule, pardon, dans une protéine, le sulfure qui va être oxydé, ça va dépendre de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez un environnement acide, par exemple, vous allez avoir une plus grande oxydation. Donc, ce n'est pas n'importe quel résidu de cystéine, ce n'est pas n'importe quel résidu de méthionine qui va être modifié en présence de ROS. Ces modifications, et j'insiste, elles sont physiologiques. Hein. Et du fait de la diffusion de ces petites molécules, elles peuvent toucher plusieurs voies physiologiques qui sont ainsi modifiées de façon synchrone, ça permet de synchroniser une réponse physiologique. Et donc vous allez signaler avec, par exemple, l'insuline ou la FGF, et en fait, vous allez modifier plusieurs voies de signalisation sans avoir forcément l'autre effecteur. Par exemple, vous allez modifier la voie de signalisation par l'EGF, même si vous n'avez pas de GF dans le système. Donc, bon, je vous l'ai dit, les cibles atomiques, une des cibles atomiques privilégiées est le sulfure des cystéines et des méthionines, que l'on trouve évidemment dans les chaînes peptidiques. Et l'environnement de la méthionine ou de la cystéine est important, les environnements acides sont favorables à l'oxydation. Mais il y a probablement d'autres facteurs régulateurs de l'oxydation qui entrent en jeu. Alors, peu de travaux sont consacrés à ces questions, mais parmi les protéines dont on sait qu'elles sont des cibles des ROS, on peut citer de nombreuses kinases, les phosphatases, pour ceux que ça intéresse, pitène, ETM, CAM42, qui sont très importantes dans la physiologie nerveuse, sont des cibles, mais aussi des facteurs de transcription, la famille FOXO, beaucoup de protéines Zinc-Finger, les histones des acétylases dont on a parlé, de nombreuses autres protéines qui sont extrêmement importantes sur le plan de la physiologie. Donc je ne vais pas rentrer dans la description exhaustive du catalogue, mais je vais quand même vous illustrer avec cette diapositive tout ce qui peut se passer. Hein. Donc voilà, par exemple, ici le TNF récepteur. Donc vous avez la formation de ROS. Hein. Vous allez modifier avec les ROS énormément de voies de transduction du signal. Vous allez oxyder FOXO, vous allez donc avoir une modification de gènes qui sont régulés en fait par des ROS. Ici, vous allez modifier la réponse inflammatoire. Ici, vous avez le GF récepteur, vous voyez, qui active NOX ici, qui augmente les ROS aussi, qui va ensuite avoir des modifications sur les phosphatases. Donc, tous ces systèmes sont mis en jeu par une molécule qui n'est une molécule toxique que dans la mesure où elle dépasse un certain niveau, mais qui en fait est une molécule qui joue son rôle physiologique dans votre cellule. Et au-delà du ciblage d'atomes spécifiques, le soufre par exemple, les ROS peuvent aussi toucher de macromolécules, au premier rang desquelles l'ADN. Par exemple, les ROS qui sont produits par les mitochondries périnucléaires, hein, donc il y a des mitochondries qui sont autour des noyaux, ces ROS vont aller modifier les guanines, rappelez-vous le début du cours, vous allez oxyder une guanine, et je vous ai dit c'est une catastrophe, hein, il faut réparer ça. Mais ce n'est pas forcément une catastrophe. Voilà, hein. En l'occurrence, vous voyez ici, vous avez une guanine qui est dans le promoteur du VEGF, et ce VEGF, quand il est synthétisé, induit un bourgeonnement des vaisseaux et donc une meilleure oxygénation du tissu. Donc, et ça stimule, donc vous voyez que ici vous pouvez avoir une espèce d'hypoxie, vous allez avoir une augmentation du signal ROS, et c'est l'oxydation de la guanine qui en fait va permettre à H1alpha de se fixer là, de recruter les facteurs de transcription qui vont permettre le bourgeonnement de vos vaisseaux pour répondre à l'hypoxie. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. On peut voir ici donc que l'oxydation de votre guanine s'inscrit dans une régulation physiologique qui apporte une réponse
à une situation d'hypoxie. Sur la même diapositive, vous voyez que la cassure de l'ADN, ici, qui suit l'oxydation de la guanine, c'est-à-dire que vous avez le base excision repair qui est en place, donc vous retirez votre guanine, mais qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, on a ouvert le cours là-dessus, rappelez-vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le recrutement d'une topoisomérase. Cette topoisomérase change la structure de l'ADN, elle lui impose une torsion, et ça permet quoi? Une réponse aux androgènes et aux estrogènes. C'est quand même beau. Donc, c'est pour ça que je suis content de terminer ce cours sur une note plutôt optimiste. C'est un cours qui a commencé de façon catastrophique et qui se termine si bien, comme disait un de mes collègues, tout l'inverse du supplice du PAL, ce qui, j'espère, vous incitera à revenir l'année prochaine pour que nous puissions continuer à faire tourner cette roue, qui a structuré l'enseignement de cette année et qui, je le pense, structurera aussi celui de l'année prochaine. Voilà, je vous remercie.